Des chercheurs ont mis au jour une cité entière, celle de Guyengola, restée enfouie sous l'épaisse canopée mexicaine durant 6 siècles. S'étendant sur 360 hectares, elle regroupait plus de 1100 édifices, 4 km de remparts, un réseau interne de voies de circulation, ainsi qu'un aménagement urbain réfléchi, comportant temples, terrains de jeux de balles et des quartiers distincts réservés aux élites ou aux classes populaires. Pendant des générations, l'on a cru qu'il ne subsistait là qu'une forteresse abandonnée, selon des récits transmis oralement. Jusqu'à peu, il était impossible d'appréhender l'immensité du site sans des années d'exploration au sol. Mais grâce à une technologie récente, un outil de télédétection appelé LIDAR, il a été possible de générer en à peine 2 heures, depuis un avion, une modélisation tridimensionnelle de l'ensemble. Guyengola fut édifié entre 1350 et 1521. Ce site revêtait une importance capitale pour les Zapotèques, peuple implanté dans la région depuis environ 700 avant notre ère. Les familles y cohabitaient dans des demeures organisées autour d'un vaste patio central bordé de pièces. À mesure que les foyers s'élargissaient, de nouvelles chambres étaient ajoutées, faisant évoluer l'architecture domestique. Les analyses ont démontré que dirigeants et habitants de conditions modestes œuvraient de concert à l'essor de la cité. En raison du relief montagneux environnant, ils surent exploiter intelligemment les pentes naturelles pour y implanter leurs constructions, favorisant ainsi l'écoulement des eaux pluviales. Cette ingéniosité a permis de garantir la solidité et la pérennité des habitations, dont bon nombre demeurent encore debout aujourd'hui. Au cœur de la cité se dressent 2 pyramides, sans doute consacrées aux rites et cérémonies que les prêtres accomplissaient en l'honneur de leurs dieux. Les offrandes étaient déposées sur les autels, tandis que le public se rassemblait sur 2 places aujourd'hui affaissées. On y trouve également un palais comportant 64 pièces, dont certaines soutenues par des colonnes circulaires, réparties sur plusieurs terrasses inclinées. On y trouve des patios desservis par de nombreux escaliers, tous reliés entre eux. L'outil de télédétection a également révélé un promontoire circulaire, aménagé sur un affleurement rocheux naturel, qui permettait aux Zapotèques de voir leurs ennemis s'approcher de loin. Les chercheurs ont aussi identifié 2 structures circulaires, probablement conçues pour l'observation astronomique et la mesure du temps. Ils ont aussi mis au jour plusieurs tombes, attestant la présence d'un cimetière urbain. À la fin du XVe siècle, les Zapotèques exercèrent leur pouvoir sur une vaste portion de la côte pacifique et étaient parvenus à défendre leur territoire contre les ambitions expansionnistes des Aztèques. Ils réalisèrent un exploit quasi inespéré, tenir bon durant un siège de 7 mois à Guyengola et en sortir victorieux. Après cette victoire, ayant conservé leur domination sur le sud mésoaméricain, les Zapotèques n'avaient plus besoin de demeurer à Guyengola. Si les montagnes offraient certains avantages, l'accès à l'eau douce et à des terres fertiles pour l'agriculture s'avérait essentiel. La petite ville de Tehuantepec, située à 19 km à peine, réunissait ces conditions. Ils s'y établirent donc peu avant l'arrivée des Espagnols, en 1521. Avec le temps, les pratiques culturelles des Zapotèques commencèrent à décliner. Leur civilisation ne s'éteignit toutefois pas totalement. Aujourd'hui encore, plus de 3000 Zapotèques résident dans l'état mexicain d'Oaxaca, où ils continuent de perpétuer leur langue et leurs traditions. La création du modèle 3D de cette cité perdue ne constitue qu'une étape préliminaire dans la recherche. Les archéologues espèrent que les études à venir permettront de mieux comprendre l'organisation politique et sociale des Zapotèques, la manière dont ils administraient leur cité, ainsi que la nature de leurs échanges avec les Espagnols à leur arrivée. Ils projettent d'examiner les 1170 structures révélées par le balayage LIDAR, ce qui nécessitera plusieurs années. Plutôt que de fouiller le sol, ils auront recours à des technologies non invasives afin d'explorer la ville sans en altérer les vestiges. Grâce à cette même technologie, les scientifiques ont pu révéler l'existence d'une vaste cité ancienne, enfouie sous le dense feuillage de la forêt amazonienne. Un ensemble structuré de maisons, de places, de routes et de canaux reposait dans l'ombre d'un imposant volcan. Pendant des siècles, nombre de chercheurs ont cru que les peuples amazoniens vivaient dans de modestes huttes, ne défrichant que de petites parcelles pour subsister. Or, cette cité, édifiée il y a 2500 ans et occupée durant un millénaire, nous prouve le contraire. Les experts estiment que des dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes vivaient au sein de sociétés urbaines complexes. Le balayage de la région a permis d'identifier 6000 plateformes rectangulaires, chacune mesurant environ 20 mètres sur 10 et s'élevant à une hauteur de 2 à 3 mètres. Ces constructions étaient regroupées autour de places centrales, avec des routes rectilignes aux angles droits parfaits, connectées par des sentiers. L'une d'elles atteignait même 26 km de long. La réalisation de voies parfaitement droites exigeait davantage que le simple suivi du relief naturel. Certaines d'entre elles revêtaient probablement une valeur rituelle ou spirituelle. Le sol volcanique, particulièrement fertile, favorisa l'essor de cette civilisation,
mais il pourrait aussi avoir contribué à sa disparition. Les chercheurs ont en outre révélé les défenses de ces villes comme des fossés barrant l'accès à plusieurs d'entre elles. Il est donc possible que des groupes voisins aient tenté d'envahir ces cités. La prochaine phase consistera à étudier les 300 km² adjacents afin de mieux cerner l'ampleur et la complexité de cette société ancienne, qui pourrait même surpasser par sa taille la célèbre civilisation maya du Mexique et d'Amérique centrale. En 1963, un habitant de Turquie fit une découverte stupéfiante en rénovant sa maison. En abattant un mur de sa cave, il mit au jour une pièce énigmatique. En poursuivant ses fouilles, il tomba sur un tunnel, lequel le mena à la ville souterraine de Derinkuyu. Il s'agit de l'une des cités souterraines les plus profondes et les plus vastes de Cappadoce, et même de toute la Turquie. Les habitants occupaient 8 niveaux souterrains, chacun offrant un accès à des caves, des espaces de stockage, des chapelles, une école, une salle d'études ainsi que d'autres installations. Ces étages étaient interconnectés par un vaste réseau de tunnels. Il est probable que cette cité enfouie ait été conçue comme refuge. Située à une profondeur de 85 mètres, elle demeure invisible depuis la surface. Le site était suffisamment vaste pour accueillir environ 2000 personnes, accompagnées de leur bétail et de leurs vivres. Un puits de ventilation, profond de 55 mètres, assurait l'aération. Selon les archéologues, les premiers niveaux auraient été aménagés par les Phrygiens avant d'être repris et perfectionnés par les Romains. L'apogée de Derinkuyu s'est toutefois manifesté durant l'ère byzantine. La cité suivante, longtemps tenue pour légendaire, n'était évoquée que dans de rares textes anciens et quelques inscriptions énigmatiques, si bien que son existence demeurait incertaine. Après avoir exploré une grande partie du littoral égyptien, un archéologue du nom de Frank Goddio et son équipe ont soudain aperçu un visage monumental émergeant des profondeurs. C'est ainsi que la ville engloutie de Thonis Héracléion fut révélée, à plus de 6 km au large d'Alexandrie. Parmi ces vestiges reposaient 64 navires, 700 ancres et un fabuleux trésor de pièces d'or. Les archéologues considèrent que les éléments les plus remarquables de cette découverte sont la statue haute de 6 mètres et les vestiges du temple. À son époque, la cité accueillait des rituels et des célébrations dans le sanctuaire d'Amon. Façonnées en granit et en diorite, les ruines ont traversé les siècles sans se détériorer malgré leur immersion prolongée. Elles offrent aujourd'hui un aperçu précieux de la vie, 2300 ans plus tôt, dans l'un des carrefours commerciaux les plus importants du monde antique. La ville disposait d'un réseau de canaux, comparable à une Venise égyptienne d'un autre âge. Ces voies d'eau reliaient divers ports et points d'ancrage, tandis que des ponts unissaient tours, temples, habitations et autres édifices. Thonis Héracléion constituait le principal port du royaume pour le commerce extérieur et la perception des taxes. L'origine de son engloutissement demeure incertaine, mais les chercheurs l'attribuent à des phénomènes naturels. Vers la fin du second siècle avant notre ère, probablement à la suite d'une terrible inondation, la cité fut submergée. Par la suite, Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand, surpassa Héracléion en prestige et en influence. Avant cela, Héracléion faisait office de principale porte d'entrée maritime vers l'Égypte. Après la catastrophe, de nombreux navires durent réorienter leur itinéraire vers Alexandrie. Héracléion sombra alors dans l'oubli, jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Vous êtes égaré au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous, et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain, attendez, que distinguez-vous là-bas ? Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel, alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque, car ces bâtisseurs l'ont abondamment employée pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balles. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition. Okomtun s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment. La caractéristique la plus étonnante de celle-ci
est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale, s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Okomtun comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur. Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie. Il projette des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super-autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisés pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements. Construites sous la forme d'une vaste toile d'araignée, ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues, servaient à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas ? Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants. C'est une population considérable. Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture. Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient, ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes, dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas. Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde.
Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo, un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure, totalisent 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère. À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire Maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle. Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires, ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. Faisons ensemble une expérience de pensée, voulez-vous? Imaginez que vous êtes en train d'escalader l'Himalaya et que vous vous êtes perdu. Il semble que vous soyez dans une vallée isolée. Vous avez épuisé toutes vos réserves de nourriture et d'eau, et vous ne savez plus quelle direction prendre. Vous êtes tellement à bout de force que vous ne savez même plus si vous serez capable de rentrer chez vous. Soudain, au loin, vous apercevez un homme à l'air sage qui marche vers vous. Mais vous ne pouvez vous empêcher de fermer les yeux, vaincu par la fatigue. Vous ouvrez les yeux et découvrez un endroit totalement inconnu. Le sage est assis juste à côté de vous. Il vous dit « Bonjour, voyageur, et bienvenue au pays des immortels ». On dirait le début d'un film d'Indiana Jones, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais qu'un tel endroit existe, tout au moins selon certaines légendes, croyances et textes anciens? Les textes tibétains mentionnent un lieu appelé Gyangenj, également connu sous le nom de Shambhala ou Shangri-La selon les cultures. Cette ville légendaire est le foyer d'êtres immortels et une terre d'éveil spirituel. Prenez l'un de ces noms, Shambhala, par exemple. Cela signifie « source du bonheur » en sanskrit. On s'attendrait donc à ce que ce royaume céleste soit entouré de toutes sortes de merveilles, avec des jardins et d'imposantes et majestueuses constructions. Les croyances et les mythes anciens affirment que lorsque vous entrez dans Gyangenj, vous pensez immédiatement à la structure d'une fleur de lotus à 8 pétales. L'endroit est entouré de montagnes enneigées. Il possède de magnifiques cascades qui se jettent dans un lac pur et divin dont l'eau a des pouvoirs thérapeutiques extrêmement puissants. Ce lieu est illuminé en permanence par une lumière blanche comme du lait et qui ne provient ni du soleil ni de la lune. On y trouve également des plantes phosphorescentes qui peuvent émettre la lumière souhaitée sur commande vocale.
Une centaine d'autres fleurs ravissantes poussent toute l'année dans ces jardins, en plus d'innombrables arbres qui produisent des fruits délicieux. Mais un arbre en particulier se distingue. C'est l'arbre de l'immortalité ou l'arbre de vie. Décrit comme un cristal scintillant, il se dresse au centre de Gyanganj et unit le ciel, la terre et le monde souterrain. Ses fruits ressemblent à une forme abstraite du Sri Yantra, un diagramme mystique utilisé dans l'hindouisme, composé de 9 triangles entrelacés. Cependant, personne n'est autorisé à emporter ces fruits hors de Gyanganj. Pour le faire, il faut en recevoir la permission expresse des habitants de la ville. Cela nous amène à nous demander qui vit dans cette ville magique et mystique. Selon les légendes, Gyanganj serait habité par un grand nombre de maîtres éclairés, ou en d'autres termes, des sages qui guident subtilement le destin du monde par la méditation. Ce sont des êtres éternels qui ne sont affectés par aucun désir ni aucune souffrance humaine. Leur devoir est de protéger les enseignements spirituels du monde et d'œuvrer pour le bien de l'humanité, ainsi que de tous les êtres conscients. On croit également que lors d'une période de grand chaos, le 25e souverain de Gyanganj apparaîtra pour mener la planète vers un avenir meilleur. Ces sages et êtres éternels qui vivent là sont en quelque sorte les protecteurs de Gyanganj. Donc, si vous envisagiez de vous rendre dans ce lieu une carte à la main, nous sommes au regret de vous informer que ce ne sera pas possible. Tout d'abord, personne ne sait vraiment où se trouve exactement Gyanganj. Certains pensent qu'il s'agit d'une vallée reculée de l'Himalaya, d'autres affirment que la ville se trouve dans une grotte cachée. Il y a également des personnes qui pensent qu'elle est située sur une chaîne de montagnes, et d'autres encore qui soupçonnent qu'elle se trouve sur un plateau isolé. L'emplacement de la ville est donc un mystère et semble devoir le rester, car on dit aussi que les sages immortels de Gyanganj dissimulent la vallée aux yeux des humains à l'aide d'une sorte de bouclier énergétique. Google Maps ne vous sera donc d'aucune aide. C'est pourquoi certains, dont le Dalai Lama, suggèrent même qu'elle existe dans une autre dimension. Mais on trouve dans certains textes anciens quelques instructions sur la manière d'accéder à Gyanganj. Cependant, ces indications seraient incompréhensibles. Pour moi, beaucoup de choses le sont. Mais imaginons un instant que vous ayez déchiffré les instructions et que les êtres immortels soient prêts à vous accueillir. Hélas, vous ne pourriez peut-être toujours pas entrer dans cette ville cosmique. Et voici pourquoi. On croit que seuls les maîtres éclairés ou les sages qui ont un certain lien karmique avec elle peuvent y accéder. Alors, que font les êtres éternels d'un endroit aussi magique? N'oubliez pas qu'ils ont tout le temps du monde. Les textes anciens indiquent que Gyanganj possède un centre et 16 zones destinées à l'étude de 16 sciences différentes. Il s'agit notamment des sciences solaires, des sciences planétaires universelles, des sciences liées au temps, de la science de l'air, de la science liée au soleil et à la lune, de la science liée à l'espace, de la science liée aux forces gravitationnelles, etc. Ce qu'elles ont toutes en commun, c'est que pour pouvoir les étudier, il faut d'abord avoir une très bonne compréhension de l'énergie. Le niveau des cours est extrêmement avancé, et ces enseignements sont encore inconnus, même à l'époque moderne. Chaque système scientifique comporte différents départements, et tous ces départements ont leurs propres enseignants. Comme le temps ne fonctionne pas comme nous le comprenons ici, et que l'immortalité est possible, la plupart de ces enseignants ont des centaines, voire des milliers d'années. Ils peuvent rester dans leur corps spirituel, qui apparaît comme une masse de lumière brillante, tandis que leur corps physique reste séparé. Quelle école, n'est-ce pas? En comparaison, Poudlard semble bien ennuyeux. Et est-ce qu'il est possible d'y obtenir un diplôme? Bien sûr, toutes ces histoires et ces mystères autour de Gyanganj ont attiré de nombreux curieux du monde entier. D'innombrables tentatives ont été faites par des alpinistes et des randonneurs, dont le président Franklin Roosevelt lui-même, pour trouver cette terre d'immortalité et d'éveil spirituel. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, elles n'ont abouti à rien. Néanmoins, quelques personnes, notamment de célèbres chefs spirituels, des sages et des aventuriers, ont affirmé l'avoir visité. L'un d'entre eux était Sri Gopinath Kaviraj, un érudit célèbre, qui aurait été le premier à trouver cet endroit dans l'histoire moderne. Après sa visite présumée à Gyanganj, il a écrit un livre et a rendu cet endroit populaire dans la culture moderne. Après avoir lu son livre,
de nombreux autres érudits étrangers se sont précipités au Tibet pour en savoir plus. Une autre personne ayant prétendu s'y être rendue est un alpiniste qui s'était perdu dans l'Himalaya. Selon son récit, après s'être égaré, il avait consommé par erreur des champignons vénéneux. Complètement désorienté, il était tombé sur une montagne avec un précipice plongé dans la brume. Et il avait chuté dans le vide. Après s'être relevé, il s'était rendu compte qu'il était entouré de personnes vêtues d'habits étranges qui soignaient ses blessures. Une fois complètement guéri, il l'avait escorté hors de la ville. Il y a également le chef spirituel Guru Saikaka. Il a déclaré avoir visité Gyanganj à plusieurs reprises. Selon son récit, il s'y rendait pour recevoir un enseignement spirituel ainsi que l'immortalité. Il a affirmé qu'un sage l'escortait dans la ville à chacune de ses visites. Dans ses récits, il indique également que le royaume existait dans une dimension supérieure. Un autre visiteur présumé de Gyanganj fut L.P. Farrell, un officier anglais, qui affirma avoir découvert ce lieu mystique en 1942. Même si toutes ces histoires et descriptions de Gyanganj nous permettent de nous en faire une image vivante, il peut être difficile pour beaucoup d'entre nous de garder l'esprit ouvert quant à son existence. Cependant, il faut admettre que l'idée d'un tel endroit, où l'immortalité est possible et où des êtres véritablement moraux œuvrent pour protéger l'humanité, est réconfortante, fascinante et bouleversante. Imagine que tu as 15 ans et que tu en as assez de jouer à des jeux vidéo. À la place, pour passer le temps, tu décides d'accorder un peu d'attention à tes vieux hobbies. Retrouver des cités mayas perdues. Tu as entendu dire que certaines civilisations anciennes auraient construit des villes entières en se basant sur les constellations. Alors, tu décides de vérifier si cela est vrai pour les Mayas. Tu trouves un livre contenant toutes les constellations que la civilisation maya croyait exister. Tu ouvres Google Maps et tu cartographies toutes les anciennes villes mayas découvertes à ce jour. Tu commences à voir que ces informations correspondent réellement. Les plus grandes villes mayas anciennes correspondent aux étoiles les plus grandes et les plus brillantes des constellations mayas. Ok, ça devient intéressant. Tu as réussi à cartographier plus de 100 villes anciennes quand tu remarques soudain quelque chose d'étrange. Il y a une zone dans la péninsule du Yucatan au Mexique où les archéologues ont mis à jour 2 cités mayas. Mais sur la carte des constellations, il y a 3 étoiles. Cela pourrait-il signifier qu'il y a une ville perdue depuis longtemps qui attend d'être découverte? Tu pourrais trouver ça très naïf. Mais l'histoire est vraie. Elle est arrivée à un adolescent canadien nommé William Gadouri. Ce garçon est connu comme un génie des sciences et a même remporté un prix pour la théorie des constellations que nous venons de présenter. Lorsqu'il a remarqué qu'il manquait une 3e ville dans la 23e constellation qu'il examinait, il a commencé à parcourir Internet, à la recherche de photos satellites qui pourraient l'aider à résoudre ce mystère. Il a examiné des images de la NASA, de la JAXA, une société de satellites basée au Japon, et de Google Earth. Ces images étaient encore insuffisantes pour répondre à ces questions. Alors il a contacté un ami au sein de l'agence spatiale canadienne. Son ami lui a fourni des images satellites à la pointe de la technologie qui lui ont donné la réponse qu'il cherchait. D'après les images, il y a une grande zone carrée, juste à la frontière du Mexique et du Belize, qui ressemble au reste d'une cité. William a montré les images à un expert en télédétection, le docteur Armand Larocque, de l'Université du Nouveau-Brunswick. Ils ont étudié les images en profondeur et ont conclu que la zone pourrait abriter 30 bâtiments et même une grande pyramide. La communauté scientifique et archéologique a été exaltée par la trouvaille de cet adolescent de 15 ans. Cela pourrait-il être vrai? D'abord, un peu de remise en contexte. Les villes mayas perdues ont commencé à être redécouvertes au milieu du XXe siècle. Depuis, on a trouvé des ruines de villes comme Tikal, Palenque et Uxmal. Les Mayas étaient l'une des grandes civilisations précolombiennes vivant sur le continent américain. Ils ont commencé à s'installer dans la région dès 1500 avant Jésus-Christ. Les experts pensent qu'à son apogée, la civilisation maya comptait plus de 40 villes, avec une population de plusieurs millions de personnes. Ce qui était énorme à l'époque, et leurs villes étaient plutôt intéressantes. Leur civilisation s'étendait sur la péninsule du Yucatan, au Mexique, au Guatemala et au Belize. Ils survivaient principalement grâce à l'agriculture, ayant développé un système d'irrigation complexe dans la plupart de leurs villes.
Ils ont construit une série de bâtiments cérémoniels, de pyramides, des places et même des terrains pour les jeux de balle. Les Mayas étaient de fervents bâtisseurs de pyramides, mais ils ont aussi développé un système astronomique avancé. Avec la technologie ancienne dont ils disposaient, ils ont pu prédire l'emplacement exact de planètes comme Vénus et Mars. Et ils ont pu prévoir les dates exactes des éclipses. C'est pourquoi la méthodologie utilisée par William pour découvrir cette ville maya perdue depuis longtemps était inhabituelle, mais pas complètement aberrante. Les Mayas étant des astronomes compétents, il ne serait pas trop étrange qu'ils aient construit leur grande prouesse architecturale en fonction du ciel, n'est-ce pas? Et ils ne seraient pas les premiers à l'avoir fait. Une célèbre frange de l'égyptologie se consacre à étudier comment les pyramides de Gizeh ont été construites en parfait alignement avec la constellation d'Orion. Cela signifie que chaque pyramide a été construite à dessein pour s'aligner avec l'une des étoiles majeures de la ceinture d'Orion. William affirme qu'il a eu l'idée de regarder les constellations mayas parce qu'il ne comprenait pas pourquoi les Mayas avaient construit leurs villes là où ils les avaient construites. La plupart des grandes villes, comme Chichén Itzá et Uxmal, ne sont pas proches de rivières ou de plans d'eau importants. Au lieu de cela, elles sont construites sur des terres pauvres et au sommet de montagnes, ce qui a déconcerté le jeune homme de 15 ans. Il a ensuite pensé que cela pouvait avoir un rapport avec l'astronomie. William a nommé la nouvelle ville qu'il a découverte Bouche de Feu, et il a même gagné un prix du mérite pour son travail acharné. Cependant, sa théorie a été très contestée au sein de la communauté archéologique, et de nombreux experts mayas ont travaillé à démentir les découvertes de William. Certains archéologues affirment que les théories des constellations sont trop peu scientifiques. Anthony Aveni, un anthropologue et astronome renommé, a qualifié la méthodologie de William d'acte d'imagination créative. Il a expliqué qu'il n'y a aucun moyen d'être sûr de ce qu'étaient réellement les constellations mayas, tout cela n'étant que purement hypothétique. Un autre spécialiste qui a démystifié les découvertes de William est le mayaniste David Stuart, qui a déclaré que l'objet identifié sur l'imagerie satellite n'est rien d'autre qu'un vieux champ de maïs. Son affirmation a été soutenue par une expédition qui a eu lieu près de la zone en 2021, lorsque les archéologues présents ont signalé qu'il n'y avait rien du tout dans cette zone. Malgré tout, un garçon de 15 ans a presque trouvé une ville maya perdue depuis longtemps, ce qui en soi est assez admirable. Des techniques similaires à celles utilisées par William sont d'ailleurs désormais utilisées pour déterrer des civilisations perdues dans le monde entier. Selon l'archéologue spatial Sarah Parcak, l'imagerie satellite a joué un rôle clé dans la découverte de villes anciennes en Égypte et dans d'autres endroits. Sarah Parcak elle-même passe la plupart de ses journées à parcourir les images à la recherche du moindre signe d'endroit où il aurait pu y avoir des villes il y a longtemps. Ce qui se passe, explique-t-elle, c'est que chaque fois qu'on a quelque chose d'enterré, il va être recouvert soit par la végétation, la terre ou le sable, soit par une autre construction moderne par-dessus. Pour évaluer s'il y a quelque chose de caché sous de grandes voûtes de végétation, elle utilise notamment la technologie infrarouge. Une grande découverte récente au Brésil a été faite de manière similaire. L'imagerie satellite a détecté un réseau de tranchées datant de l'an 200 à 1200 de notre ère. Celle-ci suggère des établissements qui auraient pu faire vivre environ 60 000 personnes. Dans ce cas, l'imagerie satellite correspondait bien à ce qui se trouvait au sol. Les chercheurs de l'Université de Floride ont trouvé plusieurs monticules accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont également trouvé des vestiges de murs soigneusement conçus, centrés autour de places, tout comme le type de construction réalisé par les anciens Mayas. Les progrès de la technologie satellite ont également permis de jeter un nouvel éclairage sur d'anciennes cités mayas découvertes depuis longtemps, comme Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal aurait été la capitale de l'ancien empire maya. À son apogée, elle était comparable en importance à des villes comme Londres ou New York dans le monde d'aujourd'hui. Elle est composée d'une série de monuments complexes, dont beaucoup sont censés avoir été les lieux de repos des rois et des chefs. Tikal est déjà connue pour avoir été grande, mais des découvertes récentes montrent qu'elle pourrait avoir été 3 fois plus grande que ce que les scientifiques croyaient à l'origine. La principale découverte concerne une fortification à la périphérie de la ville, qui indique à quel point la ville originale s'étendait. Et de nouvelles découvertes ont encore lieu. En 2017, les chercheurs ont déterré de nouveaux indices concernant les causes potentielles du déclin de la civilisation maya. En utilisant les données d'un site à Ceibal, situé à environ 100 km au sud-ouest de Tikal,
Les scientifiques ont analysé les données de radiocarbone, de céramique et de fouilles archéologiques pour extraire de nouvelles informations sur la disparition soudaine de cette grande civilisation. Les informations montrent qu'au lieu d'un effondrement soudain, les Mayas ont probablement décliné par vagues d'instabilité sociale et de crise politique. On pense que ces événements ont affaibli les centres-villes des Mayas et ont commencé à provoquer la dispersion de la population. Alors, prêt à endosser ton costume d'aventurier pour aller découvrir des ruines anciennes ? La cité perdue de l'Atlantide a peut-être enfin été retrouvée. 2 chercheurs travaillaient au large des côtes de Cuba lorsqu'ils ont découvert les ruines de ce qui ressemblait à une ancienne ville submergée. Cela s'est passé il y a environ 20 ans, et pourtant, personne n'en parle plus aujourd'hui. C'est comme si les autorités avaient pris cette information, l'avaient enfermée dans un sous-sol top secret, et avaient décidé que personne n'en saurait jamais davantage. Mais pourquoi ? Eh bien, je vais vous le raconter. En 2001, Paulina Zelitsky, une ingénieure maritime, et son mari, Paul Weinzweig, ont été engagés pour explorer les eaux situées au large de la côte occidentale de Cuba. Ils avaient 2 objectifs principaux. Rechercher de vieilles épaves de navires pouvant éventuellement dissimuler des trésors comme de l'or et des bijoux, et localiser des gisements précieux de pétrole et de gaz naturel sous les profondeurs de la mer. Ils utilisaient un sonar. En gros, il s'agit d'un radar qui fonctionne avec le son. Il envoie des ondes sonores sous l'eau, et lorsque ces ondes touchent quelque chose, comme un navire coulé, elles rebondissent. Ce dispositif peut déterminer où se trouve l'objet et à quelle distance, simplement en se basant sur l'écho. Ainsi, le couple explorait le fond marin avec cet instrument, à plus de 600-150 mètres sous la surface. Et puis, soudainement, ils sont tombés sur quelque chose de bien plus intéressant que de l'or ou du pétrole. Ils ont trouvé des pierres. Pas n'importe quelle pierre. Je parle de pierres énormes, parfaitement arrangées, un peu comme une version miniature de la pyramide de Chichen Itza, ou encore mieux, comme un ensemble de petites pyramides mayas submergées. Voilà ce qu'ils ont vu, ou du moins ce qu'ils pensent avoir vu. Le truc, c'est qu'un sonar ne fonctionne pas comme une caméra. Il n'enregistre pas de vidéo, ni ne prend de vraies photos sous l'eau. Ce qu'il fait, c'est créer des images à partir du son. Et ces images ne sont généralement que des contours ou des formes. Un peu comme une esquisse floue et en noir et blanc. Il vous montre où se trouvent les objets, mais pas exactement à quoi ils ressemblent. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ce couple. L'instrument s'est mis à produire des images de structures en pierre parfaitement ordonnées, et ça ressemblait vraiment à une espèce de construction urbaine. Je veux dire, le site était trop bien ordonné, trop symétrique pour n'être que des rochers réunis au hasard. Mais c'était trop beau pour être vrai. Cette découverte pourrait radicalement tout changer de ce que nous savons sur les civilisations anciennes du continent américain. Du coup, les scientifiques se sont dit qu'ils ne seraient pas responsables d'annoncer quoi que ce soit, sans trouver d'abord plus de preuves. Et c'est pourquoi ils ont décidé de retourner sur les lieux de la découverte. Cette fois, ils ont envoyé un véhicule sous-marin télécommandé pour réellement voir ce qui se trouvait sous la mer. Vous voyez ? Ce robot était essentiellement un caméraman sous-marin. Et le robot a confirmé la découverte. Il y avait bien quelque chose d'étrange là-dessous. Le site ressemblait à une ancienne cité faite d'énormes blocs de granit lisse. Ces pierres mesuraient environ 2,5 mètres sur 3. Certaines étaient pyramidales, d'autres rondes. Certaines semblaient avoir été taillées puis empilées les unes sur les autres, tandis que d'autres paraissaient isolées. Ensemble, elles semblaient former des couloirs et des contours de pièces. C'était comme de découvrir de grands bâtiments au milieu d'un désert sous-marin. Ces images furent suffisantes pour que Zelitsky scelle l'accord. À l'époque, elle a confirmé que cette structure incroyable, selon ses propres mots, pourrait avoir été un grand centre urbain. Encore une fois, ce sont ses mots. Puis le couple a commencé à spéculer. Ils ont dit que ces structures avaient probablement été construites il y a plus de 6000 ans, ce qui les rendait plus anciennes que les grandes pyramides d'Égypte. C'est même plus ancien que les Mayas eux-mêmes. Vous savez, la civilisation qui vivait autrefois sur le continent américain et qui est célèbre pour ses temples sophistiqués. Les recherches ont suggéré que ces structures pouvaient appartenir à une civilisation qui avait vécu là il y a des milliers d'années et dont nous n'avions jamais entendu parler. Cette civilisation supposée avait prospéré sur un pont terrestre de 160 km reliant Cuba à la péninsule du Yucatan au Mexique. Mais un jour, quelque chose de catastrophique s'était produit. Selon leur théorie, les failles terrestres s'étaient déplacées sous la surface, provoquant un tremblement de terre immense. Puis, en un clin d'œil, l'ensemble du pont avait été détruit. La terre avait été engloutie par la mer et s'était retrouvée au fond de l'océan. Et cette civilisation avait disparu.
Bien sûr, le lien a vite été fait avec le célèbre mythe de l'Atlantide, et tout ça a complètement captivé les médias. Les sites d'actualité ont à l'époque publié des titres tels que « La cité perdue des Caraïbes enfin découverte » et « L'Atlantide retrouvée à Cuba ». Alors, pouvait-il réellement s'agir de l'Atlantide? Je veux dire, avait-il trouvé les vestiges de cette civilisation supposément super avancée et disparue? Difficile à dire. Dès le début, une partie de la communauté scientifique n'a pas adhéré à cette histoire. Tout d'abord, il y a la question de la date. Affirmer que cette civilisation existait à cet endroit il y a au moins 6000 ans n'était tout simplement pas très crédible. Ensuite, des archéologues européens ont soutenu que les pierres qu'ils avaient trouvées, en utilisant leur sonar, pouvaient être du calcaire naturel, et non du granit parfaitement sculpté. Et troisièmement, c'était trop profond. Même avec cette théorie des failles terrestres qui s'ouvrent et engloutissent tout, il est difficile d'expliquer comment une ville entière a pu se retrouver enfouie si profondément dans l'océan. Prenez par exemple Héracléon, en Égypte, une véritable ville portuaire antique submergée. Aujourd'hui, elle se trouve à seulement 6 mètres sous l'eau, mais cette prétendue Atlantide est située à des profondeurs comprises entre 610 et 750 mètres. Vous voyez à quel point c'est différent, n'est-ce pas? Les scientifiques pensent qu'il aurait fallu environ 50 000 ans pour que de telles structures en pierre s'enfoncent jusqu'à une telle profondeur. Et, selon les experts, aucune civilisation connue datant de cette époque n'avait la capacité de construire de telles structures. Mais pour Zelitsky, oui, c'était possible. Elle croyait toujours à la théorie des failles pour expliquer comment ce site s'était retrouvé au fond de l'océan si rapidement. Les grands mouvements de plaques tectoniques de la Terre sont généralement suivis par des phénomènes tels que des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Donc, selon elle, un événement puissant était survenu, et l'affaissement de l'île se serait produit très rapidement. Cette théorie du tremblement de terre pourrait également expliquer pourquoi certains des mégalithes présents au fond de la mer semblent ordonnés, tandis que d'autres ne le sont pas. Mais pour réellement prouver tout ça, ils avaient besoin d'un robot spécialement conçu pour descendre une nouvelle fois et prélever des échantillons de roches et de sédiments. De cette manière, ils seraient en mesure de déterminer l'âge des pierres, et peut-être même de trouver des signes de vie humaine, tels que des gravures, des sculptures et des artefacts. Le problème est que percer ces structures n'est pas facile. Elles ressemblent à du granit, et forer du granit aussi profondément sous l'eau est extrêmement difficile. Mais surtout, ils avaient besoin d'argent pour le faire. De beaucoup d'argent. Peut-être n'ont-ils tout simplement jamais obtenu le financement nécessaire. Parce que même avec tout ce battage médiatique initial, on n'a jamais plus entendu parler d'exploration ou d'études sur le sujet. Et cet étrange silence a suscité beaucoup de spéculations. Certains se sont même demandé si l'histoire n'avait pas été intentionnellement étouffée, comme si les autorités avaient voulu enterrer cette découverte, comme si cette cité sous-marine avait été construite par une sorte d'être supérieur extraterrestre, et qu'on avait voulu nous le cacher. Mais à vrai dire, le meilleur argument selon lequel il s'agissait bien là d'une ville perdue, c'est que la nature n'aurait certainement pas pu construire quelque chose d'aussi symétrique. Les géologues ont essayé de trouver des explications naturelles, ou du moins des exemples similaires dans d'autres parties du monde, mais ils n'ont pas réussi. Toutefois, le simple fait que nous n'ayons pas trouvé d'explication ne signifie pas que l'hypothèse naturelle soit impossible. La nature peut créer des choses assez surprenantes et inattendues. Alors honnêtement, les arguments du type « c'est trop parfait pour être naturel » sont plutôt faibles. Ce qui s'est probablement passé, c'est que les experts n'étaient tout simplement pas convaincus qu'il s'agissait réellement d'une ville engloutie. Et c'est probablement la raison pour laquelle personne n'a accepté de financer la suite des recherches. Au fil du temps, l'engouement s'est estompé, l'histoire a disparu, et le site est retombé dans le silence. Et sans données supplémentaires, la véritable nature de ces formations sous-marines au large des côtes cubaines est restée un mystère. Vous voyez cet endroit sur la carte? Oui, juste là. On estime qu'environ une centaine de personnes ont disparu ou ont perdu la vie ici. Pourquoi, demandez-vous? Il semble qu'ils cherchaient tous cet homme. Percy Fawcett. Il était un colonel britannique, célèbre pour ses yeux bleus perçants, sa barbe parfaitement taillée et son chapeau emblématique. Il ressemblait à un personnage de Orgueil et Préjugés, mais vivait davantage comme Indiana Jones. En réalité, ce personnage a été inspiré par l'histoire de Fawcett, mais sa disparition en 1925 fut plus macabre que n'importe quel scénario de film. Le colonel Fawcett était audacieux, pas le genre « demande le mot de passe du Wi-Fi de ton voisin » d'audacieux. Je parle d'un audacieux à part entière, du type « je ne me soucie pas tellement de ma vie ». Il avait été soldat au Sri Lanka et avait même fait un travail d'espionnage secret au Maroc, mais il avait besoin de plus. Ainsi, en 1906,
Fawcett a commencé à explorer des parties du Brésil et de la Bolivie, où personne n'avait osé s'aventurer auparavant. Sa mission était de créer des cartes secrètes et stupéfiantes. Bon, ça ne semble pas très risqué, mais croyez-moi, ça l'était. Si vous voulez explorer le monde de nos jours, vous n'avez qu'à ouvrir Google Earth et... eh bien, c'est tout. Aucun danger, pas d'adrénaline. Peut-être juste une ou deux photos étranges de Street View. Ouf, mais nous parlons du début du XXe siècle, quand les satellites et cette voiture bizarre de Google n'existaient pas. À cette époque, si vous vouliez compléter la carte du monde, vous deviez réellement explorer la Terre à pied. Donc, c'est comme ça que le colonel Fawcett s'est retrouvé en Amérique du Sud. Et il est devenu célèbre pour ses expéditions visant à cartographier l'Amazonie sauvage. Par exemple, il a été le premier à enregistrer les emplacements des cascades dans cette région. Mais ensuite, il est devenu obsédé. On peut blâmer le manque de sommeil ou n'importe quelle boisson douteuse de la jungle amazonienne qu'il sirotait, mais soudain, il s'est mis à penser « Je parie qu'il y a une ville ancienne et avancée cachée quelque part par ici. » Alerte divulgateur, il n'y en avait pas. Mais il était accro à cette idée. Fréquenter les Indiens natifs pendant si longtemps l'avait convaincu que de grands groupes pouvaient totalement prospérer au milieu d'une immense forêt tropicale. Et bien sûr, Fawcett aimait une bonne vieille histoire d'aventure, surtout celle des XVIe et XVIIe siècles, écrite par des explorateurs européens. Dans ces récits, les aventuriers affirmaient avoir découvert de vastes colonies et de belles routes au cœur de l'Amérique latine. Mais l'histoire préférée de Fawcett de tous les temps provenait d'un manuscrit écrit en 1753. À l'époque, des aventuriers cherchèrent des métaux précieux au Brésil lorsqu'ils sont tombés sur une ville en ruine avec des bâtiments monumentaux, des routes et des places. Oh, et chaque coin avait une flèche de style romain. Naturellement, le colonel était totalement prêt à la trouver. Dommage que personne ne lui ait dit que ce manuscrit est principalement considéré comme un faux. Oui, cette histoire est aussi réelle que celle de Blanche-Neige. Mais ensuite, les choses se sont compliquées. La colonie décrite dans ce manuscrit était soi-disant située dans le nord-est du Brésil. Mais maintenant, il prétend qu'il y a une civilisation avancée dans le Mato Grosso, qui se trouve dans une autre région du pays. Alors, il a décidé de nommer cet endroit la Cité de Z. Dans les années 20, le colonel a lancé 2 expéditions distinctes pour la trouver. Mais les 2 voyages ont échoué, car il a dû faire face à un temps terrible, à la fièvre, et bien sûr, à l'épuisement. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous que Fawcett a fait après 2 expéditions ratées? Option A, il a abandonné. Option B, il a appelé sa mère. Option C, il a réessayé parce qu'il n'a pas compris le message que l'univers disait clairement « Arrête ». Bien sûr, l'option C est la bonne réponse. C'est bien du tenace Fawcett dont nous parlons. Donc, 3 ans plus tard, le colonel a finalement rassemblé suffisamment d'argent pour lancer une nouvelle expédition à la recherche de la Cité de Z. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'une équipe de personnes assez folles pour le rejoindre. Des explorateurs célèbres et expérimentés supplièrent de l'accompagner. Mais non, Fawcett a décidé de prendre son fils et son meilleur ami à la place. En janvier 1925, ce trio courageux s'est lancé dans son voyage. Ils ont emporté des moustiquaires, des conserves et ont pris une promesse. Nous reviendrons. Autre révélation, ils ne sont pas revenus. Oh là là, le voyage a commencé dans le New Jersey, aux États-Unis. Puis, ils ont navigué jusqu'à Rio de Janeiro, au Brésil. Là, ils se sont arrêtés pour prendre des animaux de bas, comme des chevaux, et ont engagé quelques guides locaux. Maintenant, ils étaient prêts à se diriger vers la ville de Cuiabá. Gardez à l'esprit que les distances au Brésil sont incroyablement énormes. Ainsi, ce petit voyage était comme aller de Miami à Chicago, à pied. 3 mois plus tard, ils s'aventurèrent enfin dans la jungle pour la première fois. Et c'est là que le plaisir a vraiment commencé. Leur équipe a affronté des rivières infestées de piranhas, un dédale sans fin d'arbres épais, et le pire de tout, les insectes. Le zzzz constant et agaçant de milliers de moustiques les empêchait de dormir. Et le pied du meilleur ami de Fawcett est devenu énorme à cause des piqûres de tiques. Mais le colonel n'avait pas le temps de jouer à la babysitter avec le pied de princesse de son ami. Oh non, il était trop obsédé pour faire une pause. En fait, à un moment donné, il était tellement en avance sur ses compagnons qu'il a dû camper seul pour une nuit. Le 29 mai, Fawcett finit par retrouver ses esprits. Il n'y avait pas de Cité de Z. Mais cela l'a-t-il arrêté? Pas vraiment. Il a déballé leur équipement et renvoyé les guides locaux à Cuiabá. Mais avant de leur dire un adieu définitif, il leur a demandé de livrer une lettre à sa femme, disant quelque chose comme « Ne t'inquiète pas, chérie, notre fils va bien et devient plus fort chaque jour. » Bien sûr qu'il l'était.
Quoi qu'il en soit, après cet adieu dramatique, le trio s'est aventuré seul dans la brousse. L'obscurité a englouti la forêt dense. Et puis, on ne les a jamais revus. D'accord, c'était intense. Alors, avançons dans le temps. 2 ans plus tard, les journaux spéculaient encore sur la possibilité que le trio puisse être encore en vie. Et Fawcett est devenu une légende, comme Bigfoot, mais moins poilu. Un homme a dit que le colonel était devenu l'un des locaux et vivait son heureux pour toujours dans la jungle. Un autre a dit qu'il était retenu prisonnier par les Indiens, mais personne ne pouvait confirmer aucune de ces observations. Ce n'est qu'en 1928 que les autorités britanniques ont finalement pensé « mieux vaut tard que jamais » et ont décidé de chercher Fawcett et son équipage. À ce moment-là, ils étaient presque certains que leur expédition avait péri, mais ils avaient encore besoin de preuves. Et après avoir survécu des jours et des jours au pire cauchemar de la jungle, ils ont trouvé, rien. Mais d'une manière étrange, ce mystère a inspiré davantage d'explorateurs à les rechercher. On estime qu'environ 100 de personnes ont perdu la vie dans ce processus, et quelques-unes ont suivi les traces des explorateurs en disparaissant sans laisser de traces. Alors, que s'est-il vraiment passé avec l'expédition? Les chercheurs ont accusé tout et n'importe quoi. Infections parasitaires, famine, noyade, attaque de jaguars, vous l'énoncez. Certains disant même que Fawcett s'est plongé dans le mysticisme et a commencé une communauté occulte dans la jungle. L'anthropologue brésilien Orlando Villas-Boas est probablement celui qui s'est approché le plus près de la résolution de cette affaire. Dans les années 50, il travaillait avec les Indiens Kalapalo lorsqu'ils ont soudainement avoué avoir, éliminé Fawcett. Ils avaient même des ossements pour le prouver. Mais il s'est avéré qu'une analyse médico-légale a montré que les restes n'appartenaient pas au colonel. Donc, nous retournons à la case départ et personne ne sait, à ce jour, ce qui leur est arrivé. La quête de Fawcett, telle que nous la connaissons aujourd'hui, repose sur des sources assez discutables. Cependant, il est possible qu'il ne vivait pas dans un monde de rêve. Des découvertes récentes suggèrent même que son idée d'une cité sophistiquée dans la jungle n'était pas qu'une pure fantaisie. En 2024, une vaste cité ancienne a été découverte dans l'Amazonie, cachée sous une végétation dense. Les preuves suggèrent qu'elle a été construite il y a environ 2500 ans, et elle était étonnamment avancée, comprenant des maisons et des places toutes reliées par un incroyable réseau de routes et de canaux. Mais cette ville était dans une forêt en Équateur, pas au Brésil. Qui sait? Peut-être que la légendaire cité de Z est encore là quelque part. Ou... Imagine que tu découvres une ville antique sans même avoir à quitter le confort de ta maison. En 1963, c'est exactement ce qu'a fait un homme dans la province de Nevşehir, en Turquie. Alors qu'il était en train de rénover sa maison, il a abattu un mur dans son sous-sol et a découvert une pièce mystérieuse. Il a continué à creuser et a vu un tunnel. C'est ainsi que la ville souterraine de Derinkuyu a été mise au jour. Derinkuyu est l'une des cités souterraines les plus profondes de Cappadoce et de toute la Turquie. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie compte 8 étages et les habitants avaient accès à des caves, des entrepôts, des chapelles, une école, une salle d'études et bien d'autres structures. Tous les étages sont connectés par un vaste réseau de tunnels. On pense que cette ville souterraine a été construite pour servir d'abri, puisqu'il est impossible de distinguer la construction de l'extérieur. Sa profondeur est d'environ 85 mètres et le complexe était suffisamment grand pour abriter environ 20 000 personnes, ainsi que leur bétail et leurs réserves de nourriture. Il y a également un puits d'aération long de plus de 50 mètres. Les gens l'utilisaient à la fois pour la ventilation et comme source d'eau potable. Le puits fournissait ainsi de l'eau aux villageois de la surface et à ceux qui se cachaient dans la ville souterraine. Il est intéressant de noter que les habitants des niveaux inférieurs pouvaient couper l'accès à l'eau des niveaux supérieurs ainsi que de la surface. L'eau était ainsi préservée de tout risque d'empoisonnement. L'endroit a été conçu comme une véritable place forte. Les tunnels pouvaient être bloqués de l'intérieur par d'énormes portes roulantes de pierre et les passages étaient extrêmement étroits. Les envahisseurs potentiels devaient donc pénétrer dans les tunnels un par un. On dirait qu'ils avaient pensé à tout au 7e siècle avant notre ère. Les archéologues pensent que ce sont les Phrygiens qui ont construit les premiers étages. Après eux, la structure a été mise à profit et encore améliorée à l'époque romaine. C'est à ce moment que les chapelles ont été ajoutées. L'âge d'or de Derinkuyu se situe cependant durant l'ère byzantine. Mais comment ces gens ont-ils réussi à créer de pareils tunnels ?
La roche dans laquelle ils ont été creusés n'avait rien d'ordinaire. Il s'agissait d'une roche volcanique remarquablement tendre. Elle est apparue des suites d'un processus géologique qui avait commencé il y a des millions d'années. Les éruptions volcaniques ont alors recouvert la région d'une épaisse couche de cendres, et ces cendres se sont ensuite agglomérées pour former cette roche tendre. Lorsque les forces naturelles du vent et de l'eau ont érodé les parties les plus friables, seuls les éléments durs sont restés. Fait amusant, les cheminées de fées sont également constituées de roches volcaniques tendres aux formes complexes. Mais celles-ci se sont formées naturellement, sans aucune intervention humaine. Nous sommes toujours en Turquie, mais cette fois, notre destination est Çanakkale, où un mythe a pris vie. Pendant 3000 ans, on a cru que l'Iliade d'Homère n'était que pure fiction et que Troie n'avait jamais existé. En 1863, tout a changé. Frank Calvert, un Britannique expatrié, a découvert des ruines antiques dans l'ouest de la Turquie. Il était convaincu qu'il s'agissait de l'ancienne ville de Troie. Heinrich Schliemann, quant à lui, a étudié la région en 1868. C'est alors que Troie est revenue à la lumière après tous ces siècles. Troie présente des strates complexes. Au fil des ans, 9 cités antiques ont été érigées les unes sur les autres. Selon les historiens, la région occupait une position stratégique entre l'Europe et l'Asie, ce qui lui a permis de devenir un centre commercial et culturel prospère. Cette position clé a rendu Troie attrayante tout au long de l'histoire. Après le conflit troyen, cependant, la ville a été abandonnée entre 1100 et 700 avant notre ère. Des colons grecs ont ensuite redécouvert la région et Alexandre le Grand y a régné pendant un temps. Les Romains ont ensuite pris la ville. Et en parlant de son histoire, la première chose que l'on voit en visitant le site est une réplique du cheval de Troie, faite de bois, provenant du film tourné en 2004. Notre prochain arrêt est la ville de Lothal. Dans les années 1950, Lothal et plusieurs autres sites arapéens ont été retrouvés en Inde. Ces provinces ont repoussé les limites connues de la civilisation de la vallée de l'Indus. Lothal était une partie importante de la civilisation arapéenne. Elle possédait de vastes champs de coton et de riz. De plus, il s'y trouvait une manufacture de bijoux perlés, fabriqués à partir de pierres semi-précieuses comme l'agate. Beaucoup de ces perles ont été retrouvées plus tard en Mésopotamie, ce qui prouve que Lothal était un port commercial prospère. Les archéologues pensent que la ville faisait partie d'une ancienne route commerciale. Des traces d'agriculture? Oui. Des traces de commerce? Absolument. Et quoi d'autre? Des vestiges de bâtiments résidentiels, de rues, de trottoirs et d'égouts. Un véritable plan d'aménagement et un exemple frappant des débuts de l'urbanisme. La ville était fort bien conçue et il s'y trouvait même des maisons complexes. Certaines d'entre elles comptaient jusqu'à 6 pièces, des salles de bain, une grande cour et même une véranda. Lothal possédait également le plus ancien port connu au monde. Il reliait la ville au fleuve Sabarmati et à sa route commerciale. L'ancienne cité maya de Calakmul est située dans le sud du Mexique, dans la forêt tropicale des Tierras Bajas. Du 6e au 9e siècle, Calakmul comptait plus de 50 000 habitants. Il y avait là une place centrale entourée de faubourgs extérieurs. Et si l'on additionne les habitants de cette périphérie et ceux qui vivaient au centre, Calakmul comptait pas moins d'1,5 million d'habitants. Cette ville aura été habitable pendant près de 12 siècles. On pense que ce lieu comptait plus de constructions que tous les autres sites mayas retrouvés dans la région. Ce n'est qu'après l'an 1000 de notre ère que la civilisation maya s'est effondrée. Ainsi, le peuplement qui était autrefois le centre névralgique de la Mésoamérique a été presque complètement abandonné. L'ancienne cité se trouvait au cœur de la seconde plus grande forêt tropicale d'Amérique. Et le site est bien préservé, si bien qu'aujourd'hui, si tu le visitais, tu n'aurais aucun mal à te représenter la vie des anciens Mayas. Les vestiges de la ville comprennent des complexes architecturaux et des monuments sculptés, des systèmes défensifs, des carrières, des réseaux de distribution de l'eau, des terrasses destinées à l'agriculture, des pyramides massives, ainsi que des palais, sans oublier une variété d'ornements et d'objets divers. Cela prouve que des sociétés complexes, organisées en États, vivaient dans cette forêt tropicale. Les Mayas rendaient souvent hommage à la nature dans leurs fresques, leurs poteries, leurs sculptures, leurs rituels et même leur alimentation. Passons maintenant à un endroit que les gens ne croyaient même pas exister. La cité de Tonis Héracléion n'apparaît que dans quelques inscriptions et textes anciens.
Il s'avère qu'elle attendait d'être découverte depuis des milliers d'années. Les scientifiques ont fouillé la majeure partie de la côte égyptienne. C'est alors que l'archéologue Franck Gaudiot et son équipe ont détecté un visage colossal qui les regardait depuis le fond marin. La cité antique d'Héracléon a été découverte complètement submergée à 6 km des côtes d'Alexandrie. Dans les ruines de la cité perdue se trouvaient 64 navires, 700 ancres et un monceau de pièces d'or. Les archéologues considèrent que les vestiges du temple, flanqués d'une statue de 5 mètres de haut, sont les découvertes les plus importantes de cette expédition. Il y a longtemps, la cité organisait des cérémonies et des fêtes dans le temple d'Amon. Les ruines et les objets retrouvés sont faits de granit et de diorite et sont donc restés en bon état, même après avoir été au contact de l'eau pendant des siècles. Ils donnent un aperçu de ce qu'était la vie il y a 2300 ans, dans l'un des plus importants ports commerciaux au monde. La ville disposait d'un réseau de canaux. On peut la comparer à une sorte de Venise de l'Égypte ancienne. Et ces canaux reliaient de nombreux ports et points d'ancrage. Des tours, des temples, des maisons et d'autres structures étaient également connectés par des ponts. Tonis Héracléon était le principal comptoir du pays pour le commerce et la collecte d'impôts. Personne ne sait vraiment comment la ville s'est retrouvée submergée, mais les archéologues l'attribuent à des causes naturelles. À la fin du IIe siècle avant notre ère, probablement à la suite d'une inondation, Héracléon a été recouverte d'eau. C'est alors qu'Alexandrie, la ville fondée par Alexandre le Grand, est devenue plus glorieuse qu'Héracléon. Avant la renommée de celle-ci, Héracléon était le principal port d'entrée en Égypte. Ainsi, après la catastrophe, de nombreux navires faisant cap sur Héracléon ont dû changer d'itinéraire pour se diriger vers Alexandrie. Héracléon a alors sombré dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte en 1933. Mesa Verde est un parc national américain situé dans le Colorado. Ce parc représente la plus grande réserve archéologique des États-Unis, avec plus de 5000 sites, dont 600 habitations à flanc de falaise. Mesa Verde signifie « la table verte » en espagnol. Elle doit ce nom à la forme des montagnes de la région, avec leurs sommets plats et leurs flancs abrupts. Le parc est un site archéologique de l'ancien peuple des Anasazi. À partir de 7500 avant notre ère, un groupe de paléo-indiens nomades a vécu de façon saisonnière à Mesa Verde. Ils étaient chasseurs, cueilleurs et cultivateurs, et ce sont eux qui ont construit les premiers pueblos de la région. À la fin du XIIe siècle, les habitants de Mesa Verde ont commencé à construire des habitations massives à même la falaise, qui sont aujourd'hui les structures les plus connues du parc. Étonnant. Des scientifiques ont mis au jour une cité enfouie sous les pyramides d'Égypte. Sa taille est vertigineuse, bien au-delà de celle du plus vaste hypermarché que vous puissiez concevoir. Galeries, chambres souterraines, structures verticales. Nul ne saurait dire aujourd'hui à quoi elles servaient. Commençons par le commencement. Des chercheurs italiens et écossais étudiant la pyramide de Képhren ont identifié ce qui semble être des tunnels secrets sous 3 pyramides distinctes. Cette découverte pourrait remettre en question nos connaissances sur l'Égypte antique. L'expédition baptisée Projet Képhren fut dirigée par Corrado Malanga, basé à Pise, et Filippo Biondi, affilié à l'université de Strathclyde, en Écosse. Leur objectif principal consistait à explorer la pyramide de Képhren, la seconde plus grande du plateau de Gizeh. Sous la pyramide de Képhren, les scientifiques ont mis au jour une imposante structure. Serait-ce une ancienne cité souterraine égyptienne? En analysant minutieusement leurs relevés, ils ont conclu que 8 grandes formations verticales, peut-être des puits ou des conduits, se dissimulaient en profondeur. Ces éléments s'étendent sur près de 2000 mètres, l'équivalent de 2 tours Burj Khalifa, et demi-posées à la suite l'une de l'autre. Un indice saisissant de l'ampleur de la découverte. Ces puits descendent également à environ 610 mètres sous terre, ce qui dépasse largement la profondeur des stations de métro les plus profondes au monde, qui excèdent rarement les 120 mètres. De forme cylindrique, ils sont bordés d'escaliers en spirale, évoquant les tours d'un ancien château gothique. Ils mènent à 2 vastes chambres aux contours inhabituels. S'agirait-il de cubes ou de vasques géantes? Chacune semble mesurer plus de 80 mètres de diamètre. Bien que ces structures aient désormais été identifiées, leur fonction première demeure totalement inconnue. Souhaitez-vous une révélation encore plus troublante? L'équipe est convaincue que des accès similaires existeraient sous chacune des 3 pyramides. Autrement dit, elles pourraient être interconnectées par un réseau secret de tunnels, de galeries et de salles enfouies. Et plus bas encore, à près de 1200 mètres sous la surface, d'autres structures, encore non répertoriées, pourraient sommeiller dans les profondeurs. Et cela ne contribue-t-il pas à nourrir le mystère?
L'élément le plus saisissant reste peut-être cette hypothèse formulée par certains chercheurs. Les structures dissimulées autour des pyramides de Gizeh pourraient coïncider avec les légendaires salles d'Amonti. Dans la mythologie égyptienne, ce lieu est décrit comme l'ultime étape des mourants, où l'âme, durant 3 jours, est soumise à un jugement rigoureux et affronte ses terreurs les plus profondes. Mais comment les chercheurs ont-ils pu localiser ces cavités invisibles? Pour ce faire, ils ont mobilisé 2 satellites situés à 680 km d'altitude. En dirigeant des ondes radar vers le plateau de Gizeh, ils ont obtenu des images d'une extrême précision, ensuite recomposées, pour former une modélisation tridimensionnelle du réseau souterrain, incluant les puits récemment découverts. Grâce à la technologie radar à synthèse d'ouverture, ou SAR, capable de traverser la roche, l'équipe a repéré 5 petites structures ressemblant à des salles, dissimulées profondément au sein de la pyramide. L'une d'elles contenait un sarcophage que l'on croyait autrefois être celui du pharaon Khéphren, hypothèse qui fut largement admise jusqu'à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que cette interprétation était erronée. Le tombeau véritable se situerait sans doute ailleurs. Il reste que ces 5 chambres, jusque-là inconnues, furent révélées uniquement grâce aux récentes explorations radar. Elles semblent disposées en plein cœur de la pyramide, reliées par des corridors souterrains qui s'enfoncent dans le plus bas. Certains avancent que ces galeries pourraient mener à d'autres chambres, ou puits dissimulés, possiblement âgés de plus de 4500 ans, et susceptibles d'éclairer les énigmes, encore irrésolues, des civilisations antiques. Les premières analyses suggèrent que cet espace enfoui est bien plus complexe qu'une simple succession de salles vides. Il se pourrait qu'un grand nombre de structures soient enfouies à proximité des pyramides de Gizeh. Comment l'expliquer? Certains indices suggèrent que l'ensemble comprend des zones excavées, parcourues d'escaliers en spirale qui s'enfoncent davantage. En affinant les images captées, il serait possible de révéler l'existence d'un vaste réseau souterrain, peut-être même les vestiges d'une ville entière, ensevelie sous le plateau. Malgré l'enthousiasme suscité par ces révélations, nombreux sont ceux qui demeurent sceptiques quant à l'existence réelle de cette cité souterraine. Le manque de validation scientifique par des pairs alimente leurs doutes, incitant plusieurs archéologues et spécialistes en imagerie radar à remettre en cause la fiabilité de ces affirmations. Selon eux, les outils employés pour effectuer ces relevés ne posséderaient peut-être pas la précision technique nécessaire pour restituer des images aussi élaborées de ce qui gît sous la surface. Selon eux, les 5 petites chambres repérées à faible profondeur pourraient n'être que des formations naturelles, d'autant que cette région revêtait déjà une importance rituelle bien avant l'édification des pyramides. Certains vont jusqu'à rejeter totalement le recours aux technologies radar dans un tel contexte, les qualifiant de méthodes non validées sur le plan scientifique et mettant en doute leur fiabilité. Cette découverte a également ravivé les débats autour des traditions mythologiques égyptiennes et de la possible présence de manuscrits anciens enfouis sous le plateau de Gizeh. La configuration des chambres nouvellement identifiées rappelle en effet celle que décrivent les récits sur la légendaire salle des archives, un espace mythique censé préserver le savoir primordial des premiers Égyptiens. Si cela venait à se confirmer, ces découvertes pourraient bouleverser la perception que l'on a de la topographie sacrée de l'Égypte. En outre, l'existence de cette cité perdue sous la pyramide pourrait constituer une preuve tangible de structures souterraines, jusqu'alors insoupçonnées. C'est pour cela que l'équipe du projet Khéphren est impatiente d'entamer les fouilles permettant de vérifier ces hypothèses. Toutefois, obtenir l'aval des autorités égyptiennes constitue un processus ardu. Les résultats devront encore passer l'épreuve d'une évaluation par des spécialistes avant d'être validés par le monde académique. D'ailleurs, cette découverte archéologique fait suite à une autre annonce, celle de la mise au jour d'une structure insolite sous la nécropole royale de Gizeh, que certains chercheurs soupçonnent de ne pas être d'origine naturelle. Grâce à des techniques de télédétection, les archéologues ont mis au jour une étrange structure souterraine en forme de L, enfouie dans le cimetière ouest de Gizeh. Cette section est réputée pour renfermer les tombes de membres de la royauté ainsi que de hauts dignitaires. Nombre de ces sépultures sont surmontées de mastabas, des édifices rectangulaires en pierre ou en briques de limon, coiffés d'un toit plat. Or, en plein centre de cette nécropole, subsiste une portion dépourvue de toute structure visible en surface. Pour examiner cette zone encore inexplorée, les chercheurs ont recours à la tomographie de résistivité électrique, ERT, et au radar à pénétration de sol, GPR. L'ERT repose sur l'injection de courant dans le sol et sur la mesure de leur résistance afin de révéler d'éventuelles anomalies. Quant au GPR, il projette des ondes radar dans le sous-sol
pour en dessiner les formes selon les échos obtenus. À une profondeur d'environ 2 mètres, les chercheurs ont détecté une anomalie. Elle semblait correspondre à une structure souterraine en L, mesurant au moins 10 mètres de long. D'après les relevés, il est probable que cette structure ait été remplie de sable après son édification. Cette découverte a conduit les chercheurs à envisager plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir d'un mélange de sable et de gravier, ou peut-être d'une cavité d'air. L'anomalie a été classée comme hautement résistive, ce qui suggère une origine non naturelle. Le professeur Motoyuki Sato, auteur principal de l'étude et enseignant à l'université de Tohoku, souligne que la netteté des contours appuie l'idée d'une structure artificielle. Un autre élément intrigant concernant les pyramides antiques d'Égypte tient à l'idée, longtemps admise par les historiens, qu'elles furent érigées au profit de la royauté et des élites, seules à posséder les moyens nécessaires. Or, des fouilles récentes menées sur le site archéologique de Tombos, situé dans l'actuel Soudan, viennent remettre en cause cette théorie. Il se pourrait que les pyramides de Tombos aient accueilli, aux côtés des élites, les dépouilles de travailleurs de rang modeste. Les membres laborieux des sociétés antiques auraient ainsi pu reposer dans certains des monuments les plus visibles, y compris les pyramides elles-mêmes. Implantée sur les rives du Nil dans l'ancienne Nubie, la localité de Tombos fut annexée par l'Égypte aux alentours de 1400 avant notre ère, lors de sa conquête de la région. Le site fut alors établi dans le but de renforcer la domination égyptienne. On y érigea des pyramides, bien plus sobres cependant que les gigantesques édifices de Gizeh. Les chercheurs ont repris l'étude de 110 squelettes humains exhumés à Tombos, initialement examinés en 2012. Ils se sont concentrés sur l'analyse des anthèses, c'est-à-dire les points d'attache des tendons et des ligaments sur les os. Ce type d'examen permet de mettre en évidence l'intensité du travail physique accompli par un individu. Les contraintes mécaniques répétées lors qu'un travail ardu y laissent des marques nettes, sous forme de relief osseux. Certains ossements présentaient peu de modifications au niveau des anthèses, ce qui laisse supposer qu'ils appartenaient à des personnes aisées. En revanche, d'autres montrèrent des transformations plus marquées, trahissant une vie de labeur et un statut social bien plus modeste. Ces résultats pourraient profondément remettre en cause les idées reçues sur les sépultures pyramidales, notamment l'hypothèse selon laquelle seuls les puissants accédaient à ces tombeaux prestigieux. Cette récente étude suggère que des individus d'humbles conditions auraient eux aussi pu se trouver inhumés au sein de ces édifices emblématiques.